rédactionnel. Et je repasse la parole à Albéric Dumont. Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions qui ont été posées très rapidement et très techniquement. L'objectif n'est évidemment pas de parler que du 24 mars, mais c'est, je pense, l'un des exemples les plus flagrants. C'est en tout cas la meilleure illustration qu'on peut donner de nos relations avec la préfecture. Simplement, Monsieur Goujon, simplement un terme, vous avez dit le terme de casseur. Perturbateur, oui, casseur, non, puisque en l'espèce, on n'a jamais eu à déplorer aucune dégradation, ni de matériel urbain. Donc la protection des biens a été totale sur ces manifestations. Vous avez soulevé un point très intéressant qui est le positionnement des forces de sécurité. Nous avons constaté, et c'est ce vers quoi nous poussons, que lorsque les forces de l'ordre étaient présentes en tenue au contact direct des manifestants, cela provoquait systématiquement des incidents, même avec les gens les plus pacifiques qu'ils soient. Et nous avons demandé à la préfecture, et c'est ce qu'elle a accepté de faire lors de nos 2 dernières manifestations, c'est de mettre les forces en retrait par rapport à la manifestation. Rien ne sert de faire passer les familles le long des boucliers du maintien de l'ordre, parce que ça crispe tout le monde. Ça ne coûte rien de mettre les barrages fixes quelques dizaines de mètres plus loin. Et ça a été le cas, notre dernière manifestation a terminé au pied de la tour Montparnasse, place du 18 juin 1940. Il y avait 400 fonctionnaires de police en uniforme, place du 18 juin 1940, vous ne les verrez sur aucune photo. Ils étaient au cœur de la manifestation. Parce que nous avions pu étudier cette possibilité avec le préfet qu'il y ait des forces d'intervention lourdes à proximité, sans qu'elles soient au contact direct de la foule. Et d'ailleurs, elles sont restées dans leur base sans avoir besoin d'intervenir. Sur la question des barrages qui auraient été forcés le 24 mars, le préfet de police l'a dit lui-même, vu les circonstances, il a préféré ouvrir les barrages pour laisser les gens aller sur la place de l'Étoile et les Champs-Élysées. C'est ce qu'il a déclaré devant vous il y a quelques semaines, et je lui laisse ce propos. Simplement, sur l'utilisation des gaz lacrymogènes dont nous avons été victimes, moi je croyais, et c'est ce qu'on m'avait toujours dit, que les gaz lacrymogènes lâchés dans une foule compacte étaient réservés pour favoriser une dispersion, obliger à une dispersion. Là, nous parlons de manifestations où des gaz ont été lancés pendant la manifestation sur une foule compacte qui ne pouvait pas s'échapper. Là, pour moi, il y a une erreur technique, c'est-à-dire qu'il y a plein de méthodes qui permettent de faire avancer une foule, de reculer un barrage, ou éventuellement, s'il y a vraiment la nécessité, d'utiliser non pas des gaz lacrymogènes, mais du gel, qui permet uniquement d'asperger la personne qui est en face de vous et qui manifestement vous est hostile, et non pas d'asperger une foule. On sait bien qu'un gaz occupe tout l'espace qui lui est offert. Pour répondre à la question de la gestion des perturbateurs, comment est-ce que vous pouvez, et ça je parle au nom de la Manif pour tous, mais je pense que tous les organisateurs d'événements, quels qu'ils soient, même revendicatifs ou festifs, auront la même difficulté. Il y a deux phases. La première, c'est l'identification en amont, et là que seulement les services de renseignement peuvent faire. Évidemment, eux seuls en ont le pouvoir. Et donc, c'est sous forme de notes, savoir si tel groupe ou tel groupe qui représente tant de personnes a prévu de venir, et si oui, dans quel but. Et ensuite, la gestion de ces groupes, donc qui sont, et ça a été le cas pour plusieurs de nos manifestations, qui sont repérés par la police. Évidemment, vous avez 40 personnes qui sortent d'un train, qui se dirigent vers la manifestation alors qu'ils ont été identifiés par les services de renseignement en amont. Vous doutez bien que les services de maintien de l'ordre sur place les suivent. Et nous avons constaté à maintes et maintes reprises que ces groupes-là étaient effectivement bien suivis par les forces de l'ordre, qui ne sont jamais intervenus. Donc qui ont laissé, et c'est un des reproches, un des griefs que je leur fais, qui ont laissé ces groupes-là arriver jusqu'au cœur de nos manifestations, perturber l'événement pour après réprimer l'ensemble de la foule. Est-ce qu'on ne pourrait pas étudier, je pense que c'est juridiquement possible, qui est le fait que ces groupes-là, s'ils sont identifiés comme potentiellement perturbateurs en amont, qui sont connus pour leur dangerosité, et pas simplement parce que voilà, ils n'ont pas les bons insignes ou je ne sais quoi, qu'on puisse les empêcher d'arriver jusqu'au cœur de la manifestation, d'attendre qu'ils perturbent, pour ensuite venir nous en imputer la responsabilité à nous, organisateurs, qui représentons uniquement, vous l'avez dit tout à l'heure, un papa, une maman et des enfants, pas seulement avec des poussettes, mais des jeunes enfants et également des personnes âgées. Sur votre question monsieur le député, du nombre de réunions. Une manifestation de cette ampleur-là, c'est en moyenne 4 à 6 réunions au cabinet du préfet, en présence du préfet de police, on va dire pour 1 ou 2 réunions,
puis 5 réunions techniques à la direction de l'ordre public, dont une avec les partenaires de la préfecture, c'est-à-dire RATP, SNCF, zone de défense. Voilà pour les statistiques sur les réunions, sachant que chaque réunion dure entre 1h30 et 4 heures. Sur les questions, monsieur le député Folliot, vous dites que je n'ai absolument pas fait de comparaison avec d'autres mouvements que je ne connais pas, ou simplement par voie de presse, et donc du coup je ne veux pas forcément m'y fier, que je ne connais pas, auquel je n'ai pas participé. Donc je ne suis pas dans la capacité de faire une comparaison quelconque. Je ne dis pas que nous avons été ciblés particulièrement, je dis simplement, au vu de tous les éléments que nous avons dénoncés depuis 2 ans et que nous vous apportons aujourd'hui, qu'on a eu le droit, et je rejoins la question qui m'était posée après, nous n'avons pas... Je pense que les méthodes sont courantes et sont appliquées à tous les mouvements. Simplement, elles ont été exceptionnelles nous concernant, puisqu'il s'agissait d'un public qui était un public extrêmement pacifique. Voilà. Et c'est aujourd'hui ce que nous dénonçons. Sur l'organisation du mouvement, puisque c'est la question qui était posée, la question de l'organisation pendant les manifestations. Notre organisation est la suivante, c'est-à-dire que nous recrutons un certain nombre de bénévoles que nous organisons dans différentes directions. Vous avez la logistique, vous avez l'accueil, la gestion de la foule, vous avez la sécurité au sens gestion de flux, simplement, pas au-delà, et un service d'ordre qui, lui, va s'occuper effectivement des questions de sécurité, service d'ordre qui est renforcé par une société de sécurité privée. Ces sociétés de sécurité privée sont les seules qui sont rémunérées pour ces missions. Contrairement à d'autres, nous n'avons pas de service d'ordre qui est rémunéré pour ces fonctions. Ce sont des bénévoles, si ce n'est ces agents, qui ont l'avantage d'avoir un agrément du CNAPS. Simplement, sur cette articulation avec les forces de l'ordre. Nous avons, lors des manifestations de grande ampleur, nous avons un centre opérationnel qui est le centre qui est placé donc sous la direction du comité de direction de la Manif pour tous par des techniciens de chez nous qui vont gérer la manifestation. C'est eux qui donnent le top du départ du cortège, c'est eux qui vont annoncer la dispersion, et c'est eux qui, derrière leur Algeco, avec les vidéos qu'ils ont des différents cortèges, avec les remontées d'informations qu'ils ont des bénévoles, vont pouvoir prendre les décisions. Dans ce centre opérationnel, il y a 2 officiers de police qui sont présents. Vous avez un officier de la direction de l'ordre public et de la circulation, un officier de la direction du renseignement de la préfecture. Nous avions également, mais bon, par une décision que nous n'avons toujours pas comprise, ça n'a pas été reconduit. Nous avions également chez nous un responsable de l'organisation qui était à la préfecture avec les autorités pour faciliter notamment les liaisons. Vous savez que quand il y a un mouvement de grande ampleur, les téléphones ne passent pas et les canaux de communication dans les postes de transmission talkie-walkie entre les forces de l'ordre et les organisateurs ne sont pas compatibles, et du coup vous n'avez que le contact physique ou des lignes fixes que nous devons installer sur le parcours. Nous n'avons pas, et c'est dans la gestion de ces événements, nous avons plusieurs degrés d'intervention, c'est-à-dire que vous avez les équipes d'accueil en jaune qui vont accueillir les gens, leur dire c'est par ici, etc. Les équipes de sécurité qui vont gérer le flux, et des équipes de service d'ordre qui vont intervenir s'il y a un incident en lien avec les forces de l'ordre. Généralement, la répartition est la suivante. À l'intérieur du cortège, c'est le service d'ordre de la Manif pour tous. À l'extérieur, c'est les forces de l'ordre, sauf effectivement en cas d'infraction constatée, auquel cas on applique l'article 73 du Code de procédure pénale. On fait intervenir un officier de police judiciaire. Mais, et je pense que tout le monde le sait ici, nous n'avons pas la possibilité de faire du maintien de l'ordre. Ce n'est pas notre métier, nous ne sommes pas formés pour ça. Et donc, voilà, la gestion de ces groupes-là en particulier relève uniquement du ressort de la préfecture. Un dernier point, Monsieur le Président, si vous permettez, c'est dans la classification des manifestations qui, pour ma part, est insupportable. On nous parle de manifestations parfois revendicatives, parfois festives. Le préfet de police l'a dit devant vous lui-même, et je lance le pavé un peu dans la mare, mais sans vouloir créer de polémique. Pourquoi certaines manifestations aussi revendicatives que les nôtres, je pense par exemple au Gay Pride, sont placées dans le cadre des manifestations festives, alors que nous sommes dans le cadre des manifestations revendicatives, alors que nous avons l'un et l'autre, sur le même sujet, mais dans des avis divers, nos opinions que nous exprimons pendant ces manifestations-là. Je
Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous vous remercions, Madame, Monsieur.